Bonjour Philippe Couve. Bonjour. Vous êtes journaliste et fondateur du site samsa.fr, spécialiste des évolutions et révolutions dans le monde des médias. Vous proposez du conseil, des formations, vous donnez même des conférences. Le web n'a quasiment plus de secret pour vous. Alors, concernant la traque du tireur de Libération, est-ce qu'Internet a imposé un nouveau tempo? Est-ce qu'on cherche aujourd'hui à savoir tout de suite? Internet a sans doute imposé un nouveau tempo, mais moins, je dirais, dans cet exemple-là qu'on a connu en France qu'il y a 6 mois au marathon de Boston. La différence, c'est qu'au marathon de Boston, tout était public parce que le marathon était un événement public qui était filmé, photographié par beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. Là, on était sur quelque chose où on n'a pas vu. Personne n'a véritablement vu au départ cet agresseur, ce tireur. Enfin, il n'a pas tiré à BFM, mais enfin, cette personne, seules les caméras de surveillance ont permis d'avoir son image. Et donc, il y a eu une très grande différence entre ces deux événements. Si ces agressions s'étaient passées dans un contexte beaucoup plus public, avec beaucoup de gens en mesure de faire des photos, des vidéos, je pense qu'on aurait eu quelque chose d'encore plus fou. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça existe depuis qu'il y a de l'information en continu, mais le web renforce encore cette tendance. Lorsqu'il y a ce type d'événement, on a envie d'en savoir plus tout de suite, de tout savoir. Et on est, nous, en tant qu'internautes, en tant que téléspectateurs, auditeurs, très demandeurs d'informations sur ce genre d'événement. Est-ce que vous pensez que ça a pris plus d'ampleur parce qu'il s'en est pris à la presse? Évidemment. C'est difficile de dire le contraire. Il y a chez les journalistes, je dirais de manière assez humaine, plus de sensibilité à quelque chose qui les touche directement ou qui peut potentiellement les toucher. Lorsqu'on est dans une rédaction et qu'on voit les policiers se mettre en faction en bas alors qu'ils n'étaient pas là une heure avant, on se dit qu'il y a quelque chose, on se dit qu'il y a une menace et ça fait peser sur les journalistes et inévitablement, ça se répercute aussi dans le traitement. C'est d'ailleurs un reproche qui est fait assez régulièrement aux journalistes, d'accorder une place trop importante à tout ce qui concerne les journalistes, et on en reparlera sans doute après. C'est quelque chose qui témoigne aussi d'une forme de défiance assez généralisée vis-à-vis de la presse. Est-ce qu'Internet, au sens les sites d'information, les réseaux sociaux, est-ce que l'Internet se doit d'être le premier, avant la télé, avant la radio, avant la presse? Est-ce que c'est son rôle aujourd'hui? C'est pas son rôle, je ne sais pas s'il y a un rôle, mais en tout cas c'est ce qui se passe de fait et ça on l'a vu depuis, je dirais, une période qui remonte à la fois à Fukushima, cet accident nucléaire terrible, et l'affaire DSK qui sont arrivés de manière quasi concomitante. À ce moment-là, ces deux événements ont été suivis en temps réel et de manière extrêmement détaillée, de manière extrêmement approfondie, minute par minute, sur Internet. Si on s'était trouvé 10 ans auparavant, on aurait regardé ça sur des chaînes de télévision d'information en continu, alors CNN pour un événement international ou des chaînes françaises pour des événements français. Si ça s'était passé 20 ans auparavant, c'est sur France Info qu'on aurait suivi ces événements. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'Internet qui apparaît comme le média du temps réel, le média le plus réactif, le plus complet, je dirais, pour suivre en temps réel des événements. On ne vérifie plus, moins l'information aujourd'hui, et encore moins avec Internet, puisque c'est aussi très participatif, très collaboratif. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la question de la vérification, elle s'organise dans un écosystème qui est beaucoup plus complexe. Si on prend Twitter ou n'importe lequel des réseaux sociaux, on a aussi des sources officielles. La police peut avoir son compte sur Twitter, des hommes politiques, des responsables de médias, des responsables syndicaux, enfin toute une série de gens qui sont potentiellement, en fonction des affaires, qui sont potentiellement des sources, qui ont potentiellement vocation à connaître les détails d'une affaire ou certains détails d'une affaire en train de se développer. Et puis il y a toute une série d'autres gens qui peuvent être des témoins, qui ont vu quelque chose, qui connaissent un problème parce qu'ils l'ont déjà expérimenté. Et puis il y a toute la foule qui a des opinions, qui a machin, mais qui ne connaît pas spécialement le problème. Et là-dedans, tout ne se vaut pas. Donc, le travail du journaliste consiste certes à identifier ce qui est pertinent par rapport à un sujet donné et à tenter de vérifier le reste. Mais tout ça dans un contexte que j'ai dit tout à l'heure, qui est un contexte de concurrence très très forte, avec des équipes qui se réduisent. Donc il y a fatalement à un moment donné une pression qui conduit à diffuser, éventuellement même en situation d'incertitude. Alors, je vous propose maintenant de regarder cette publicité réalisée pour Google. Elle dépasse aujourd'hui les 5 millions de vues. Regardez. ये मैं ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा
लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू? यूसुफ दी बड़ी आजादी। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था, एक दौर था, मन मन मोर था, मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ वो यूसुफ, वो मेरे बल्लू, यूसुफ है यार। 5 millions de vues pour cette vidéo qui débouche sur une pétition. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la force d'Internet? Ce qu'il y a dans cette publicité de Google, c'est qu'elle touche à un ressort sentimental, affectif extrêmement fort, avec beaucoup de bons sentiments. C'est-à-dire que cette partition entre le Pakistan et l'Inde est restée une fracture dans le cœur de beaucoup de gens sur place. Et aujourd'hui, ces deux pays, enfin depuis l'époque, ces deux pays sont en situation de quasi-guerre ou de conflit plus ou moins déclaré, etc. Et là, la pub propose de renouer des liens, de remettre en relation des vieilles personnes qui étaient amies d'enfance, etc. Et donc il y a des bons sentiments et peut-être que ça fait écho aussi à des choses qui se passent plus profondément en Inde et au Pakistan sur une volonté de sortir peut-être de ces décennies de quasi-conflit ou d'opposition extrêmement forte qui a conduit d'ailleurs ces deux pays à se doter de l'arme atomique. Il y a sans doute derrière ça, derrière cette publicité, ça touche probablement à un ressort politique plus profond en ce moment dans ces deux pays. Et c'est ça qui explique à la fois l'audience et le retentissement qu'elle a pu avoir. Avec samsa.fr, vous êtes amené à voyager, à développer des concepts innovants un peu partout dans le monde. Quel constat vous faites de l'Internet de l'ailleurs? Est-ce que vous avez pu voir des avancées, des retards? Ce qu'on peut voir en tout cas, et c'est Francis Pisani qui a fait le premier ce constat, c'est qu'aujourd'hui, la Silicon Valley n'est plus ce qu'elle était. La Silicon Valley, au début des années 2000, c'était des gens qui pensaient qu'avec la technologie, avec les nouveaux moyens à leur disposition, ils pourraient changer le monde. Et je dirais d'une certaine manière, c'est encore ce que Zuckerberg faisait avec Facebook, il pensait pouvoir changer le monde. Les innovations qui ont lieu dans la Silicon Valley sont des innovations business. C'est pour faire de l'argent, c'est plus pour changer le monde. Les endroits où on pense aujourd'hui changer le monde, c'est plutôt dans le monde en développement. C'est en Chine, c'est en Afrique, c'est dans pas mal d'endroits comme ça où on pense pouvoir prendre les technologies pour changer des choses, les adapter à la manière dont fonctionne la société dans ces pays, qui n'est pas forcément la manière californienne, la manière dont on s'exprime, la manière dont on interagit avec les autres n'est pas la manière californienne. Et donc il y a probablement des choses à faire là-dedans. Ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, par exemple, c'est qu'à travers l'utilisation du téléphone mobile, puisque c'est la technologie principale d'accès à Internet qui existe sur le continent, on arrive à développer des services qui n'existent pas ici.
Par exemple, il y a toute une série de services autour de la banque en ligne. On peut payer avec des SMS. Dans un pays comme le Kenya, c'est plus de l'équivalent de la moitié du PIB du pays qui circule sous forme de SMS à l'intérieur du pays. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'avaient pas de carte bancaire, ils n'avaient pas les technologies qu'on a nous, donc ça les a conduits à développer d'autres formes et ça a des impacts sociaux énormes puisque des gens qui vivent dans des bidonvilles, qui étaient tout à fait à l'écart de l'économie formelle, grâce à ça, ont un compte en banque, rentre dans l'économie formelle et à terme, ça va changer et modifier très considérablement l'architecture économique, sociale et le développement de ces pays. Merci beaucoup Philippe Couve, on vous retrouve sur samsa.fr. Internet est partout, même dans l'édition. Cette semaine, Émilie Aubry va vous conter la fabuleuse histoire d'Agnès Martin-Lugan. Après plusieurs refus de maisons d'édition, elle publie son manuscrit sur Internet et là, le succès. La suite, c'est dans la Cité du Livre.